Parce que je crois bien qu'en présentant ces deux ouvrages, c'est pour que les Congolais viennent aussi quand même puiser quelque chose d'important pour, encore une fois, enrichir leurs connaissances. Alors dites-nous un peu concernant notre monnaie, est-ce que le système de gestion de la monnaie, si je peux dire congolaise, a-t-il changé? Bon, il est délicat de répondre donc à une question en ces termes-là, mais je peux dire que depuis 1960, nous avons assisté à des dévaluations en cascade de la monnaie congolaise. Je ne parle pas simplement de la... je parle de la période donc, qui débute en 1960 donc, jusqu'à ce jour. On a eu donc la période donc, du Zaïre monnaie, on a eu la période donc, du franc congolais d'avant et du franc congolais donc d'après. Et quand vous regardez donc les taux d'inflation depuis 1960 jusqu'à présent, je peux dire que le Congo n'a pas été béni dans ce domaine-là. Donc, je peux espérer encore que nous avons des efforts à faire dans ce domaine pour que la monnaie congolaise soit ce que nous voulons qu'elle soit, qu'elle puisse nous garantir une certaine stabilité, qu'elle garantisse donc la stabilité du pouvoir d'achat de la population. Et comme vous dites que non, dans ce domaine-là, la monnaie congolaise n'a pas été bénie, qu'est-ce que vous proposez pour que cette monnaie congolaise soit bénie ou bien qu'elle soit qu'elle ait de la valeur, qu'elle soit crédible, si on peut dire ça? Oui, la monnaie congolaise n'est pas vouée à la fatalité, comme je l'ai dit. Si nous suivons les principes de gestion de monnaie que d'autres pays ont appliqués pour avoir des monnaies stables et crédibles, tels que les pays européens, tels que les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Canada. Ils ont utilisé quel principe Ils de ont gestion? utilisé des principes qui sont connus de tout le monde. La première chose, c'est qu'il faudrait que le pays produise. Il faut que la monnaie soit gérée de façon indépendante et autonome. Il faut que les relations entre l'État et l'autorité monétaire, qui est la Banque centrale, soient clairement définies et respectées. Il faut que le pays puisse se doter donc d'un budget, mais un budget non pas simplement théorique, mais également un budget qu'on exécute dans la pratique. Si on applique tous ces principes-là qui ont été appliqués par d'autres pays, en principe, on devrait au Congo avoir aussi une monnaie qui est aussi crédible comme les autres pays. Alors, en tant qu'un homme, un grand économiste, dites-nous un peu, est-ce qu'il y a un mécanisme pour mettre en place ou bien pour éviter l'inflation monétaire? Bon, l'inflation, moi j'adhère donc à la théorie de ce qu'on appelle les monétaristes. Et je crois toujours que l'inflation, c'est un phénomène monétaire. Quand on produit plus d'argent que l'économie ne peut supporter, on aboutit à un taux d'inflation extrêmement élevé. Donc on a une illusion que peut-être en augmentant des salaires de façon illimitée, en imprimant de l'argent tous les jours pour payer des gens n'importe comment, à la fin de la journée, les gens obtiennent de grosses quantités donc, de monnaie nationale, mais qui ne valent rien en réalité parce que l'inflation érode la valeur de la monnaie au jour le jour. Donc, les mécanismes pour éviter que cela n'arrive, c'est de gérer la monnaie de façon conservatrice, c'est d'éviter de procéder à la planche à billets, c'est d'appliquer les principes de gestion budgétaire qui soient rigoureuses, c'est de respecter le budget, donc d'appliquer une politique monétaire transparente, que les relations entre l'État et la Banque centrale soient clairement définies et que ces relations donc soient respectueuses donc, de ces principes de gestion monétaire transparente. Et on se rappelle bien qu'à l'époque, je crois bien que vous connaissez bien, les gens se promenaient peut-être avec un colis comme ça, des billets. Comment vous trouvez cela? La disparition de quoi? Des centimes, des millions, des anciens billets, de l'ancienne monnaie là. Est-ce que cela a des répercussions pour aujourd'hui? Je peux dire que les francs congolais s'est beaucoup déprécié depuis qu'il a été lancé donc en 1997-98. Si vous changez aujourd'hui donc un billet de 100 $, vous avez une quantité de francs congolais comme ça. J'estime que nous avons un travail à faire dans ce domaine et j'estime que les autorités publiques, les autorités monétaires sont en train de travailler dans ce sens-là pour stabiliser le cadre macroéconomique afin que la monnaie que nous avons vale ce qu'elle est supposée donc valoir. Mais entre-temps aussi, il est important qu'il y ait des efforts qui aillent au-delà simplement donc, du secteur monétaire. Il faut qu'il y ait des réformes structurelles dans tous les domaines d'ailleurs, dans le domaine des mines, dans le domaine de la justice, dans le domaine de l'éducation, pour qu'on puisse investir donc, dans l'homme afin qu'on puisse avoir des ressources humaines donc, de qualité. Donc la combinaison donc, de ces réformes structurelles qui s'appuient sur une politique monétaire prudente, une politique économique qui soit propice au développement du secteur privé, qui attire des investissements. Je pense que toute cette combinaison-là pourrait faire que le Congo peut espérer un jour avoir une monnaie qui se respecte.
Et je crois bien que depuis quelques années, on n'a pas remarqué la présence des banques comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, à ce que je sache que tout le monde préfère avoir un compte bancaire. Est-ce que du fait que nous avons des banques ici en République démocratique du Congo, cela aussi peut importer quelque chose de plus dans l'économie du pays? Oui. Je crois que c'est une bonne évolution quand on constate une augmentation du nombre de banques donc, dans le pays. Je vous informe que la population congolaise est sous-bancarisée. Donc quand vous regardez donc, la population totale de la République démocratique du Congo, nous avons 105 millions d'habitants. Mais j'estime que moins de 1% de la population, si je ne me trompe pas, ça doit être 0,05% de la population, a accès au compte bancaire, au service du secteur bancaire formel. Donc il y a beaucoup d'efforts donc, à faire dans ce domaine-là. Je salue l'arrivée donc, de plusieurs banques ces derniers temps, mais je crois que nous avons encore un grand travail à faire pour que le Congolais ordinaire puisse accéder au système bancaire, puisse accéder au système financier formel, non pas simplement au niveau de la capitale, mais également à l'intérieur du pays. Et j'aurais bien voulu, au cours de cette émission, que vous puissiez aussi peut-être donner un message à toutes les personnes qui n'ont pas cette culture-là de s'intéresser aux banques. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que d'autres personnes ont peur, ils se disent que non, je peux mettre mon argent comme ça. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Moi, je pense qu'il est toujours plus sécurisant que le public garde son argent dans les banques plutôt que dans les matelas. Dans les matelas, à tout moment, quelqu'un peut s'infiltrer dans la maison en votre absence et sortir de là avec toute votre richesse que vous n'allez plus jamais retrouver. Dans les banques, c'est plus ou moins donc sûr que tant que la banque est là, votre richesse donc est gardée, et non seulement qu'elle est gardée, mais si vous l'avez investie donc dans des instruments qui produisent des intérêts ou qui sont rémunérateurs, votre richesse augmente donc comme il se doit, sous réserve bien sûr que le taux d'inflation reste dans les limites donc du raisonnable. Donc le message que moi je peux donner au public, c'est aller vers les banques. Que les banques accordent aussi des facilités qu'il faut au public, que les banques aient des conditions d'ouverture de compte ou de maintien des relations avec la clientèle qui soient raisonnables. De cette façon-là, les institutions financières peuvent mobiliser donc des ressources suffisantes de la part de ceux qui ont des excédents de liquidité et éventuellement les redéployer donc dans l'économie en les prêtant à ceux qui ont besoin de pouvoir donc emprunter. Donc voilà le message que je peux donner donc au public d'une façon générale dans ce domaine. Ok, alors Monsieur Noël Tchani, que préconisez-vous pour une réforme monétaire ici en République démocratique du Congo, si on peut parler comme ça? Je pense que nous avons connu beaucoup de réformes dans ce domaine-là. Depuis 1960, on a eu les réformes en moyenne tous les 2, 3, 4 années. Avant 1997, on avait une réforme monétaire tout le temps. On changeait des billets de banque par-ci, par-là. Toutes ces réformes, si elles ne sont pas soutenues par une économie qui est solide, aboutissent toujours au même résultat, l'échec. Aujourd'hui, je crois que la monnaie congolaise donc, a besoin d'être repensée. Je ne dis pas qu'on doit changer le franc congolais. La monnaie congolaise reste le franc congolais. Mais tout en maintenant le franc congolais, il y a des ajustements qu'il faudrait faire. Lesquels vous pouvez proposer? Oui, j'arrive. Je ne crois pas, par exemple, qu'il faudrait introduire des billets de grande dénomination. Donc des billets de 1000 francs, 2000 francs, 10 000 francs, 5 000 francs, comme étant la solution à la dollarisation que nous avons aujourd'hui. Je ne crois pas cela. Il y a des gens qui disent que tant que la quantité de monnaie en circulation reste la même, remplacer les anciens billets de petites coupures par des billets de grandes coupures ne devrait pas avoir donc un impact négatif sur l'évolution donc du taux d'inflation. Personnellement, je pense qu'il y a un facteur psychologique qui accompagne toute réforme monétaire qui va dans le sens d'introduire des billets de grande dénomination. On a connu ces facteurs-là dans le passé et c'est des erreurs que nous devons éviter. Alors, ce que je préconise, c'est quoi? Qu'on soit conservateur dans les politiques économiques et financières que mènent les autorités, que mène le gouvernement, que mène la Banque centrale, qu'on respecte le budget, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'on puisse restructurer la Banque centrale ou l'autorité monétaire de façon à lui accorder une indépendance ou une autonomie certaine, qu'on puisse mettre des investissements réels dans les ressources humaines au niveau de l'autorité monétaire, qu'on puisse investir dans le secteur financier d'une façon générale, parce que la Banque centrale ne peut pas réussir seule. Tant que nous n'avons pas un système financier
qui accompagne les actions donc, de la Banque centrale comme il se doit, qu'on puisse investir donc, dans les réformes multisectorielles de l'économie de façon telle que nous puissions attirer des investissements, de façon telle que les gens puissent se sentir à l'aise à investir donc, au Congo, qu'on puisse réformer le système de justice. Si on fait ces réformes-là, j'estime que nous devrions avoir une monnaie qui puisse conserver une certaine valeur pour l'avenir et qui puisse garantir un certain pouvoir d'achat de la population. Et qu'est-ce que, si je peux dire, la dévaluation monétaire apporte de plus à l'économie d'un pays? Bon, c'est difficile de répondre à cette question donc dans l'absolu. Il y a des moments où une dévaluation dans certaines conditions peut créer la compétitivité donc, de l'économie. Mais dans notre cas, la plupart des temps, des dévaluations ont entraîné la paupérisation de la population. Donc j'estime que si on arrive à la dévaluation, la plupart des temps, c'est parce qu'il y a problème de mauvaise gestion de la monnaie, parfois dans les systèmes donc, de taux d'échange fixes, où on a donc des taux d'échange qui sont figés et qui ne reflètent pas la réalité. On est tenu de pouvoir donc faire ces ajustements-là. Et je dirais que dans l'absolu, il est difficile donc de dire qu'une dévaluation donc est mauvaise ou bonne, mais d'une façon générale, pour un pays comme le Congo, qui ne produit pas encore donc assez, la dévaluation ne nous amène pas nécessairement donc la compétitivité, bien au contraire, elle n'entraîne que la dépréciation, la diminution du pouvoir d'achat de la population. Eh bien alors, dites quand même quelque chose, un mot sur ce que, bon, en fait, comme vous le savez, que le Congo vient à atteindre le point d'achèvement. Votre réaction par rapport à cela? Je pense que c'était une bonne chose que le Congo ait travaillé dur pour respecter donc les critères exigés par les institutions de Bretton Woods dans le cadre donc, des programmes économiques qui sont en train d'être mis en œuvre. Et ayant atteint le point d'achèvement, le Congo bénéficie donc d'un effacement de dette d'environ 90% donc de la valeur globale de la dette. C'est une très bonne chose parce que les ressources qui étaient utilisées dans le passé et qui servaient à pouvoir rembourser la dette, ces ressources peuvent être réorientées aujourd'hui vers d'autres choses telles que l'éducation, la santé, tels que le développement des infrastructures. Donc j'estime qu'il y a un effet psychologique qui est important. Nettoyer l'ardoise, recommencer à zéro, mais à condition que désormais on ne fasse plus les erreurs qu'on a faites dans le passé. Donc si on continue donc sur cette lancée, en principe, on devrait aboutir à une certaine amélioration de l'environnement économique d'une façon générale, l'environnement de la situation globale du pays dans le domaine donc de la santé, de l'éducation, des infrastructures, parce que bénéficiant donc des ressources qui sortaient donc dans le passé, qui étaient donc orientées vers l'extérieur, mais cette fois-ci qui vont être investies dans le pays. Et vous croyez que nous n'allons plus encore retomber en fait, dans cette dette-là si cela est géré seulement par les mêmes gestionnaires, permettez-moi? Bon, ça c'est une question délicate, ce n'est pas à moi de répondre mais, à cette question-là, mais j'estime que si on change les méthodes de gestion, peu importe ceux qui sont là pour gérer donc ces ressources du pays, mais tant qu'on change de méthode de gestion, qu'on évite les erreurs qu'on commettait donc jusqu'à présent, c'est ça qui est le plus important. Donc j'estime que les autorités publiques ont cette volonté de changement des méthodes de gestion et j'espère que simplement dans l'avenir le public pourra donc bénéficier donc des efforts qui sont menés donc à tous les niveaux.